c'est The BB1 et aujourd'hui c'est la première vidéo film du mois de l'année 2026. Après les tops, les films surcotés, on revient sur le format mensuel qui arrive un peu tard dans le mois, je sais, mais bon, il y avait d'autres vidéos à sortir. À partir de février, on reprendra le rythme normal, ne vous inquiétez pas. Maintenant, vous commencez un peu à connaître le format. Review sur chaque film que j'ai vu dans le mois avec, en dernier, mon préféré, et bien sûr, pas de spoil. Donc c'est parti, et pour commencer cette vidéo, je vais parler du premier film que j'ai vu en 2026, Atoman. Alors, vous avez sûrement entendu parler de ce film comme étant le chef-d'œuvre qui est sorti en 2025. Un film qui a totalement lancé la mode des films de super-héros marocains. Non, on va arrêter tout de suite, voilà. Si vous avez suivi un minimum l'actu de cinéma dans l'année 2025, vous savez que c'est certainement le pire film qui est sorti cette année. Même Minecraft à côté, je vous assure que c'est une leçon de cinéma. Même si, posons le respect sur Minecraft, c'est toujours mieux que Titanic. Bref, Atoman. Non, en vrai, pas bon. Le metteur en scène ne sait pas cadrer. Les plans ne sont jamais proches par rapport au personnage, les décors en intérieur sont souvent pas acceptables, on voit que c'est du studio, et heureusement que le Maroc est un beau pays, parce que sinon le film serait une purge. En termes de acting, je crois que j'ai jamais vu des performances aussi lamentables. Les dialogues ont été écrits, j'espère, par un collégien, parce que sinon une remise en question doit être faite pour celui qui les a fait. Je sais pas si l'artiste avait cru qu'il pourrait percer, mais là c'est fini. Sa carrière elle est foutue je pense dans le cinéma. Moi ce qu'il m'imaginait aussi c'est la diction des personnages, c'était tellement horrible. Je pensais que c'était des doubleurs de VF, payés pour rien, qu'il avait fait sans motivation. Non, c'est la VO. Hein. C'est la VO, c'est terrible. Ça me fait de la peine pour les acteurs. Parce que les phrases dans les dialogues, oh là là, c'est mauvais. Et chaque phase de dialogue, comment on s'ennuie. Bon, après le film a plein d'autres défauts. Compliqué de trouver vraiment des bonnes qualités aussi pour ce film. Le mixage son, il est incompréhensible. T'as un personnage, il parle tout le temps, on ne l'entend pas, il y a la musique super forte derrière, tu ne comprends pas. Jamais tu ne comprends pourquoi ce choix il est fait. Des fois tu n'entends pas, des fois il y a des sound effects sur des personnages qui arrivent de nulle part, incompréhensible. Le costume d'Atoman, il ne lui va pas. Le costume d'Atoman lui va trop grand. Oh les gars, vous faites un film de super-héros, le costume de super-héros ne va même pas au super-héros. Faites un effort quand même. L'histoire, c'est pas ouf. La CGI, je vous assure que je tape fight animé YouTube, je retrouve la même qualité. Donc Atoman c'est le nanar par excellence. J'ai un peu pitié de lui en vrai. Parce que même si c'est mauvais, c'est pas non plus si gênant que ça comme l'aurait pu être certains films que j'ai vus dans ma vie. En vrai, si vous voulez vous taper un délire avec des potes, ça peut vraiment être un moment cool, même si le film il est vide de qualité. Le second film est, rassurez-vous, bien mieux, puisqu'il s'agit de The Yards de James Gray. Vous le connaissez peut-être pour Ad Astra, avec Brad Pitt. The Yards, c'est un film racontant l'histoire de la vie de Léo, un homme qui ressort de prison et qui va avoir pour objectif de retrouver une vie stable, afin d'aider et de rassurer sa mère. Sauf que tout ne va pas forcément se passer comme prévu. Je pense que l'on peut dire que la thématique de cette œuvre est celle des différentes relations. Elles sont toutes représentées dans le film et toutes à peu près développées. La famille, souvent avec des difficultés ou des modifications, la relation amicale presque fraternelle, la relation amoureuse, en somme, tout y est. C'est un film que j'ai trouvé intéressant à visionner. La mise en scène est très agréable, il y a de bonnes idées de mise en scène, j'ai énormément apprécié la colorimétrie, tout le film n'est quasiment tourné que de nuit et c'est bien fait. Franchement c'est très bien fait donc sur ça c'est un bon point. En toute honnêteté c'est un film intéressant, peut-être avec des étapes scénaristiques un peu prévisibles, mais que j'ai aimé regarder et je peux le recommander. Le film suivant, c'est un film que je suis content d'avoir vu, parce que ça faisait longtemps qu'il attendait sur la watchlist. En plus, c'est Gus Van Sant, dont j'ai vu Good Will Hunting, que j'avais vraiment apprécié. Ou ce film, c'est Elephant, qui est sorti en 2003. Je ne préfère absolument rien dire, mais le scénario est inspiré de drames réels qui se sont passés aux États-Unis. Mais je reste très bref sur ces informations et mystérieux, parce que justement, j'ai eu un problème avec Elephant. J'en savais trop. J'avais déjà visionné une ou deux séquences entières, j'avais des informations capitales sur l'identité de certains personnages, ainsi que la connaissance de la manière dont était scénarisé le film. Faut savoir que je déteste de toute mon âme les spoils. Ce qui se confirme ici parce que j'ai été déçu du film. Pour moi, il a bien trop de défauts. Déjà sur les personnages. Ils sont pas bien développés et pas mis en avant je trouve. Ensuite, je trouve que de mon point de vue, la fin m'a laissé assez indifférent, ce qui vu le message du film est assez problématique. Ce constat que j'ai eu vient de l'idée de comment le réal voulait mettre en scène et faire passer son message et le raconter. Même si je comprends son choix et son idée, je ne trouve pas ça assez efficace.
Après, c'est sûr que vu tout ce que je savais dessus, j'ai pas eu l'effet de surprise à la fin aussi. Puis je suis désolé, mais au début, quand je voyais les idées de mise en scène, j'étais vraiment content parce que je me disais que Gus Van Sant était bon. C'était vachement original et honnêtement, je me suis dit oh vraiment ça c'est une bonne idée, peut-être que je pourrais le réutiliser plus tard. Ok, malheureusement, la question du point de vue est pas si bien réussie et je trouve que malheureusement il tombe un peu trop dans la facilité à toujours répéter la même chose et il a quand même réussi l'exploit à me lasser de cette idée en 1h20 de film. Assez impressionnant quand même. Alors Elephant au final, je peux le recommander parce que je pense qu'honnêtement si on ne sait rien du film, il peut avoir son intérêt à être visionné. Mais sinon je pense qu'on tombe largement dans la catégorie des films oubliables. Le prochain film c'est L'Englouti de Louise Aymon, une réalisatrice française qui a sorti son premier film cette année. Apparemment il a été bien reçu pour les critiques car les 3 acteurs principaux sont nominés au César. De mon côté, j'ai pu le voir en salle, et pour commencer, L'Englouti, c'est un film qui est très spécial. Personne ne sait vraiment quel est le dénouement du film, puisque la réal défend les visions de tout le monde, disant que c'est eux qui ont raison. En vrai, j'ai pas de problème avec ça. Franchement, c'est bien de laisser à chacun le libre arbitre sur sa vision et son ressenti des choses, mais le film est quand même étrange. D'abord, je tiens à dire qu'en termes d'ambiance, on y est. Pas simple au niveau du scénario, c'est une jeune professeure qui vient dans un village des Alpes pour enseigner des connaissances aux enfants autochtones. Et pour en avoir discuté avec l'acteur Mathieu Lucci, le film a été tourné en hiver dans les vestiges de ce peuple autochtone. Donc on a ce froid qui ressort. Après on a aussi les maisons qui ont été recréées en studio qui collent vachement bien, ainsi que les costumes et l'ambiance du film qui marchent. De ce côté-là, ça c'est un énorme point positif du film. Alors moi j'avais une appréhension. Le personnage principal est interprété par Galatea Belouli. Cette actrice, je l'avais détestée dans Chien de la Casse. Vous savez, je l'ai vu le mois dernier, je n'ai pas beaucoup apprécié ce film et elle, je l'avais vraiment détesté. La voir en actrice principale sur l'affiche du film, j'étais pas sûr. Heureusement, elle s'est améliorée en 2 ans. Et en plus, on a le fait que le film est très sombre avec beaucoup de scènes de nuit, donc les ombres nous sauvent en cachant une partie de son visage quasiment tout le long. Et ça, merci. Mais en soi, je trouve quand même que L'Englouti c'est un bon projet, qui avait du potentiel. Et je pense que le scénario ainsi qu'une scène totalement incompréhensible, qui en plus est comme occultée pendant le reste du projet alors qu'elle a une importance normalement capitale sur la suite des événements, font que ce film n'est pas du tout exceptionnel. Je ne le recommande pas parce que moi j'ai aimé, mais normalement ce genre de film là j'aurais dû l'adorer encore plus. J'ai pas été aussi transporté que ça et je me dis si vous aimez les films contemplatifs un peu spéciaux avec beaucoup de travail sur l'ambiance, si c'est ça qui vous plaît dans un film, pourquoi pas. Maintenant, je pense pas que c'est un film que je recommanderais parce que ça reste vraiment spécial. On passe au prochain film, j'avais très hâte de le voir, il s'agit de Rashomon de Kurosawa. Alors vous savez, Kurosawa je l'ai découvert avec Yojimbo il n'y a pas si longtemps et j'avais hâte de voir le reste de sa filmographie. En vrai, je suis triste de mon visionnage. J'ai commencé par le plus dur, mais Rashomon va faire 76 ans en 2026. Et en vrai, là où Yojimbo j'étais très bien au niveau de l'âge, là, ouf. On les sent, les 76 ans. En vrai, je suis dégoûté. Parce que par contre, le film est hyper intéressant sur plein de points. La question du point de vue est hyper intéressante comparée à certains films que j'ai cités plus tôt, parce que Rashomon, c'est l'histoire de plusieurs témoins qui vont raconter leur version du même événement, mais en donnant tous leur point de vue. Et là, ça marche. Même si, du coup, point positif, ça rend aussi le film assez répétitif. Ensuite, il y a vraiment des plans qui sont beaux. Tu sens encore tout ce qu'Akira Kurosawa a rapporté au cinéma. L'acting de Mifune est au top. Et j'ai beaucoup aimé certaines propositions, dont la réflexion sur l'humain. Je pense qu'en réalité, je suis déçu parce que le poids de l'âge a fait que le film a été pour moi assez difficile à visionner, et je pense que je ne l'ai juste pas apprécié à sa juste valeur pour ça. Donc honnêtement, si vous n'êtes pas des fans purs et durs du cinéma ou de Kurosawa, peut-être pas un film que je pourrais vous recommander, même si en réalité il n'est en aucun cas mauvais. Pour le prochain film, on part du côté de la Chine avec un autre film que je voulais voir depuis un moment aussi. Il s'agit de In the Mood for Love, sorti en 2000, de Wong Kar-wai, que vous connaissez peut-être pour Fallen Angel ou encore Happy Together, même si In the Mood for Love est son plus connu. J'ai tout simplement adoré ce film. Cette histoire que je ne vais pas spoiler, de l'amour, de sa relation, comment il se manifeste, qui est, je trouve, hyper intéressante, originale et bien amenée dans l'œuvre. Ensuite, tiens à dire que j'ai rarement vu autant d'idées de cadrage, de travelling, de composition du cadre. Franchement, je ne sais pas si j'ai vu un film aussi généreux sur ce point-là. Quasiment chaque plan, je me suis posé la question de comment ça avait été filmé, quelles les couleurs, le cadrage, la mise en scène, l'éclairage, qu'est-ce que ça raconte. J'ai été tellement happé par l'œuvre. En plus, il y a tout ce côté travail sur les surcadrages, l'isolement. En plus, on a dans le film le rouge de l'amour qui est là et qui fait ressentir au spectateur les émotions de la scène. Les personnages sont très bien écrits, on aime les suivre avec cette BO qui est ultra présente et magnifique. Bref,
The Mood for Love, c'est 1h38 de pur plaisir. On est transporté dans son Hong Kong des années 60, et honnêtement, là pour le coup, je ne peux que le recommander, c'est un excellent film. Il fallait bien que j'entre dans cette période du cinéma un jour, hein, et qui de mieux que Godard, avec À bout de souffle sorti en 1960 pour commencer. Alors, je tiens à dire une chose sur Godard. C'est pas parce que le mec va à l'encontre des règles du cinéma que c'est un génie et que c'est forcément bien. Regardez. Si je décide de faire un film où tous les personnages parlent en x2 alors que toute la compréhension de mon film passe par ces dialogues, je vais à l'encontre de toute logique cinématographique. Pourtant, est-ce que je suis un génie ? Non. Juste faire un mauvais film parce que toute la compréhension passe par le dialogue. Il est déjà pas ouf, et surtout, ces dialogues sont mauvais parce que j'ai cru avoir une idée qui donnerait quelque chose à mon film. En vrai, à bout de souffle. Il y a 2-3 idées que je trouve sympas, un peu avec le jump cut du montage, un plan avec un côté sombre, mais bon... Le scénario il est plat, il y a des scènes qui sont inutilement longues, parce que le film aurait pu faire 1h25 sans problème et ça aurait été 1000 fois mieux, parce qu'en plus il y a des dialogues inutiles, d'autres qui sont plats sans émotion. Franchement, l'une des plus grosses faiblesses du film c'est ses dialogues. Les acteurs sont bien pour le cast principal. Alors après il y a le problème de la post-prod, mais bon, ça c'est la période qui veut ça, mais ça se voit. Pour finir, et ça fait combien pour le budget musique? Parce que là c'est 4 pauvres notes qui s'enchaînent en boucle. Honnêtement, ça vient te hanter le reste du film. Franchement, c'est 4 notes, vous allez les entendre tout le temps, plus grave, plus aigu, mais c'est les mêmes notes. Les mêmes notes, je comprends pas. Honnêtement, je ne peux pas recommander À bout de souffle. J'ai pas forcément détesté le film, juste c'est pas ouf. Le prochain film, il m'avait pour le coup intrigué, parce que c'est un film de Sidney Lumet qui est derrière, entre autres, 12 Angry Men, un monument du cinéma que je dois encore voir. Et là, j'ai eu la chance de découvrir au cinéma Running on Empty, sorti en 1988. Brièvement, le film parle d'une famille d'un couple qui a fait un attentat contre un laboratoire de napalm durant la guerre du Vietnam, et qui est depuis traqué par les fédéraux, et on va voir ce que cette traque implique pour cette famille, et les conséquences qu'elle a sur la vie de leurs 2 enfants. Le film est bon. Il y a une mise en scène qui fait le travail, on a des personnages assez clichés mais qui marchent. Ça, je pense que c'est le point positif du film, et plus le naturel. Et c'est bien. Parce qu'après tout, souvent ce qu'on veut voir au cinéma, ce qu'on aime généralement au cinéma, c'est avoir un film qui rend réalité et écran un film en termes de distance entre les deux mondes. Que presque c'est tangible. Parce que dans le cadre, ça pourrait arriver. Donc avoir un côté naturel, pour le coup, c'est vraiment un point positif. Pour illustrer ça, il y a une séquence de joie où tout le monde est content, et c'est filmé d'une telle manière, avec des acteurs qui jouent vraiment bien pour le coup, que la scène paraît être un vrai film de famille. Et ça, franchement, c'était génial. C'est assez générique pour moi, je trouve, mais honnêtement, j'ai passé un bon moment, donc je peux le recommander, même si c'est pas une priorité à voir de mon point de vue. Décidément, le mois de janvier aura été celui où j'aurais bien pu avancer ma watchlist, parce que j'ai vu aussi Corpse Bride, sorti en 2005 de Tim Burton. Ce réal est très connu, peut-être que vous avez vu Charlie et la chocolaterie de lui, ou encore Sleepy Hollow. J'ai beaucoup aimé ce film. J'avais peur que la direction artistique en stop motion me dérange, puisque c'est un style quand même d'animation qui est assez unique, que l'on retrouve dans l'étrange Noël de Monsieur Jack. Et je trouve que ce style d'animation, il aborde une vraie ambiance graphique à l'œuvre, et celle-ci correspond bien à ce que Burton aime et à sa patte graphique. À la composition, on retrouve Danny Elfman, bien entendu son compositeur préféré, qui pour ce film a créé une musique qui rentre parfaitement en osmose avec lui. Pour ce qui est du scénario, on a ici affaire à l'histoire de 2 personnes qui doivent se marier, mais tout ne se passe pas comme prévu. Et c'est aussi un film qui va parler de la vision des familles, donc c'est un film qui va parler d'amour, d'engagement, de mariage, puisqu'il a aussi une critique du coup du mariage forcé. On va beaucoup parler de l'opinion des familles l'une sur l'autre, de ce qu'elles veulent, de la manipulation qu'elles font de leurs enfants. On les voit profiter en fait d'eux autour du mariage, et je trouve que tout marche très bien. On prend du plaisir à suivre les personnages de l'œuvre. Ils n'ont pas forcément un développement impressionnant, mais le film fait aux alentours de 1h15, donc c'est relativement court pour aller très loin. Honnêtement, c'était très plaisant à regarder, surtout pour l'esthétique même du film. Je peux le recommander, sachant qu'en plus, en termes de durée, c'est court, donc ça se regarde vraiment facilement. En opposition, par contre, le prochain film, là c'est bien plus, on va dire, expérimental. Parce que c'est un film français de Jean-Pierre Jeunet, son plus connu, Le fabuleux destin d'Amélie Poulain. J'ai vraiment été surpris par cette œuvre. C'est un film qui est bizarre, mais en même temps très agréable à regarder. Je serai assez bref sur les informations que je donne du scénario, mais on est plongé dans la vie de la jeune Amélie, qui vit un peu dans un monde imaginaire comme une grande enfant. Et de ce fait, il se passe plein de choses étranges et loufoques qui surprennent. C'est un film qui fait rire, des fois aussi dérange, pour ma part parce que ça correspond pas du tout à mon humour,
mais le film a vraiment une âme. J'ai été très séduit par sa photo, le personnage d'Amélie il est très bon, la musique est tellement incroyable, mais c'est décevant parce que du coup elle est juste pas assez présente pour moi et j'en voulais plus. Jamel Debbouze signe ici pour moi son meilleur rôle, il est très bon dans le film, et en réalité, même si des fois le film m'a pour le coup vraiment dérangé, que j'ai trouvé que certaines choses auraient pu être faites différemment, je trouve que c'est l'un des meilleurs films français que j'ai vu, et je le recommande sans problème, il faut oser le regarder parce que c'est vraiment une œuvre agréable à voir. J'ai vu en janvier Moonlight de Barry Jenkins, qui est sorti en 2017 et qui a remporté pas mal d'Oscars, dont celui du meilleur film ou de la meilleure performance dans un second rôle. Honnêtement, c'est une œuvre très intéressante. Il y a une vraie esthétique autour de ce film, avec surtout la photo qui est sublimée d'une part par la mise en scène, mais aussi par la musique. Mahershala Ali, que j'aime beaucoup, est très marquant dans ce film. Ensuite, on peut relever que les thématiques abordées sont originales et utilisées avec un contexte qui crée une alchimie vraiment particulière et qui m'a vraiment séduit. J'ai peut-être pour le coup été déçu de certains choix, mais très impressionné et content de voir tout ce que le film entreprend. Il faut voir Moonlight, je le recommande sans problème parce qu'on a vraiment une immersion dans cette œuvre qui est très intéressante. Le prochain film est encore réalisé par Wong Kar-wai, mais cette fois-ci il s'agit de quelque chose de totalement différent puisque j'ai vu Ashes of Time. C'est un film qui est pour le coup expérimental. Ici on suit deux frères samouraïs et dans le film on va comparer leur vie, les mettre en parallèle, avec un scénario qui est hyper déconstruit et des plans très étranges. Je ne pense pas avoir totalement compris le scénario. J'ai eu aussi pour le coup énormément de mal avec le rythme du film par moment, c'était très compliqué à suivre. Pourtant, il a plein de qualités. Tout d'abord, la pellicule est poussée à son paroxysme en termes d'effet de grain, notamment sur la photo, et ça marche. Le film a une esthétique qui lui est pour le coup propre, il est agréable à voir. Il y a parfois des saturations de couleurs, mais elles marchent bien. Les plans sont souvent filmés d'une manière originale. En termes de mise en scène, je le redis, mais Wong Kar-wai nous prouve encore que c'est un génie et que lorsqu'on lui met une caméra dans les mains, il arrive à nous créer des scènes impactantes et totalement travaillées. Par exemple, on retrouve les scènes d'action que j'ai trouvées ultra satisfaisantes. C'est très réaliste parce qu'on a une image dilatée avec des personnages qui rentrent et sortent du cadre. Ça donne des séquences de combats au sabre plus réalistes, je trouve. Après, on a aussi tous les plans sur le désert et ceux sur le ciel qui sont très bien réussis. C'est un film que j'ai quelque part aimé, mais par moments j'avais aussi du mal à m'imprégner de la direction artistique, ce qui fait que si les films expérimentaux ça ne vous intéresse pas, je ne le recommande pas. De toute façon, ce réal a fait In the Mood for Love, et pour le coup il est mieux sans conteste. Avant de passer au dernier film, il y en a un que j'ai vu et qui est un peu particulier, il s'agit du premier film Violet Evergarden que j'ai vu après avoir fini l'animé. Alors pour commencer, Violet Evergarden, je trouve que c'est une œuvre grandiose, dont je reparlerai sans doute sur la chaîne, notamment pour son personnage principal Violette. Honnêtement, cette suite à l'animé est très bien. On adore toujours autant le personnage de Violette, même si elle n'est pas au cœur du film. La direction historique de cette époque est toujours aussi exceptionnelle. On a encore une histoire qui est incroyable. C'est cool parce qu'il y a un des personnages qui est un peu mis de côté dans l'animé, qui va bien plus l'être dans ce film. Bref. Après, c'est Violet Evergarden. Moi, de mon côté, je trouve l'univers incroyable. Si vous n'avez pas vu, allez voir. Et pour ceux qui ont fini l'animé, je peux conseiller ce premier film qu'il ne faut absolument pas rater. On arrive au dernier film de la vidéo. Et là, j'ai vu un film de fou. Franchement, wow. Ça faisait un moment que j'avais pas été aussi choqué que ça. Parasite, de Bong Joon-ho. J'ai tout aimé dans ce film. Mais son point fort pour moi, c'est son scénario. Deux classes sociales différentes se mélangent. De ce fait, deux mondes radicalement opposés se rencontrent. Je ne dirai absolument rien sur le scénario, mais honnêtement, c'était fou. Tous ces retournements de situation que j'ai trouvé bien amenés, bien faits, bien imbriqués dans le scénario. Honnêtement, j'ai beaucoup aimé la mise en scène du film, la colorimétrie. Bref, honnêtement, c'était fou comme visionnage. J'ai été scotché du début jusqu'à la fin, j'ai été totalement transporté au Corée et j'ai adoré suivre cette histoire qui laissera sur moi un souvenir indélébile. Donc, bon, sans surprise, Parasite, je recommande à 100%. Ça y est, c'est la fin de la vidéo. Je suis assez satisfait des films que j'ai vus en janvier. J'ai vu pas mal de films qui étaient sur ma watchlist, j'ai découvert quand même de grandes œuvres. Encore une fois, n'hésitez pas à me donner votre avis sur les films dont j'ai parlé, à me dire ce que vous avez vu vous en janvier de votre côté. N'hésitez pas à liker si vous avez kiffé et abonnez-vous parce que là il arrive un gros projet sur la chaîne. C'était The BB One. Salut!